Salut, c'est Laura. Je suis journaliste et j'ai décidé de mener mon enquête sur la qualité de l'air. Bienvenue dans le podcast Changeons d'air. Bloqué dans un embouteillage, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe dans la tête des autres automobilistes ? Moi, ça m'arrive tout le temps. Je les imagine déjà. Il y a la zappeuse professionnelle, celui qui stresse parce qu'il est déjà en retard, Allez. et puis le rêveur. Nous sommes tous là, coincés, partageant le même objectif. Aller d'un point A à un point B. Chacun obnubilé par sa propre réalité. On oublie souvent l'absurdité de la situation. Mais l'autre matin, rien ne s'est passé comme d'habitude. J'ai été extirpée de ma rêverie intérieure par une nouvelle entendue à la radio. Et si, cette info, je vous la remets. Très prudent, si vous prenez la route aujourd'hui, vous êtes nombreux à prendre l'air, partir en week-end, et tous ces trajets en voiture avec ce beau temps des derniers jours, ça dégrade la qualité de l'air. C'est pourquoi la préfecture vient de déclencher une alerte pollution sur toute la région. Et oui, je dois l'admettre. D'habitude, je ne fais pas vraiment attention à ce genre d'infos. Par fatalisme, par dépit, on se dit qu'après tout, on n'y peut pas grand-chose. Ça nous attriste bien sûr, mais la vie continue. Mais là, entendre cette info ce jour-là, c'était différent. La veille, j'avais passé la nuit aux urgences avec mon neveu Léo. Une grosse crise d'asthme pendant que je le gardais. Une première pour lui et une énorme frayeur pour moi. À l'hôpital, l'interne m'a dit que les cas d'asthme augmentaient de manière alarmante, à cause notamment de la qualité de l'air. Après avoir passé ma colère contre le monde entier, j'ai réalisé que je savais pas quoi faire pour améliorer la situation. Et peut-être éviter à d'autres enfants de se retrouver aux urgences à 2h du mat' comme mon neveu hier soir. Et puis, une petite voix m'est revenue en tête, celle de mon grand-père. Comprendre, c'est déjà agir. Alors, j'ai cherché sur internet « qualité de l'air » et je tombe sur ADMO Hauts-de-France, l'observatoire de la qualité de l'air dans la région. Benoît Roch, directeur de la production scientifique. Tiens, mais je le connais lui. Benoît, c'est le mari de ma voisine. Ah bah ça va être plus simple pour avoir des réponses. Bonjour Benoît. Bonjour Laura. Est-ce que déjà tu peux te présenter peut-être ? Pas de souci. Donc je m'appelle Benoît Roch. Je suis directeur de la production scientifique à ADMO Hauts-de-France. Directeur de la production scientifique, c'est au final je m'occupe de la production de la donnée et de l'interprétation de la donnée qualité de l'air en Hauts-de-France pour faciliter leur utilisation et l'accompagnement auprès des acteurs et des partenaires. Et bien à ADMO, on fait plein de choses. On fait plein de choses pour la qualité de vie des habitants des Hauts-de-France. Et en particulier, on accompagne les acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, les industriels, les acteurs économiques ou les habitants à mettre en place des actions pour améliorer la qualité de l'air. Donc pour ça aussi, on observe la qualité de l'air, on mesure avec des stations, on prévoit la qualité de l'air, et on informe au quotidien la population et l'ensemble des acteurs sur la qualité de l'air. Alors comment on mesure ? En fait, on a un réseau de stations de mesure. En fait, c'est des petits bâtiments, des petites baraques qu'on peut voir un peu partout, répartis en une 50aine sur toute la région, dans lesquelles on a des appareils de mesure qui, eux, mesurent en continu la qualité de l'air. Donc, ils aspirent l'air, comme nous, on respire, ils aspirent aussi. Et après, la qualité de l'air est mesurée polluant par polluant. Donc, on mesure une 30aine de polluants différents au quotidien. Et ok, et du coup, si tu devais décrire un épisode de pollution, où tu dirais que c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est un épisode de pollution ? En fait, au quotidien, de la pollution, il y en a tout le temps. Un épisode de pollution, en fait, c'est une élévation temporaire, c'est-à-dire les concentrations, ce que l'on respire en termes de polluants qui augmentent temporairement et qui dépassent des seuils qui sont définis par la réglementation. Ça, c'est la description d'un épisode de pollution. C'est ça que nous, on prévoit. Ça veut dire, via des outils de cartographie, donc des cartes sur toute la région, on prévoit la qualité d'air pour aujourd'hui et pour demain. Et si on prévoit un dépassement d'un des seuils qui est défini par la réglementation, on déclenche un épisode de pollution. D'accord. Et du coup, ces épisodes de pollution, il y en a souvent en Hauts-de-France ? Alors ça dépend ce qu'on appelle souvent, mais si on prend l'exemple, en 2023, on a eu 9 épisodes de pollution. Donc on en a eu 8 sur les particules et 1 sur l'ozone. Alors c'était l'année la plus faible depuis 2017.
Donc c'était plutôt une bonne chose d'ailleurs, mais on a eu des années avec une trentaine de jours d'épisodes de pollution sur les 7 dernières années. Alors les particules, en fait, on pourrait décrire, c'est comme des poussières en fait, de très petite taille, parce que quand on parle de PM10 par exemple, on parle de particules inférieures à 10 microns. Après, si on prend l'ozone, c'est un autre polluant. On en voit plus en été en fait, puisque l'ozone est créé par la dégradation d'autres polluants via la chaleur et le soleil. Donc dans notre région, il faut avoir plutôt l'été pour avoir de la chaleur et du soleil, donc pour avoir des épisodes d'ozone et de la pollution en ozone plutôt en été. Et comment vous faites pour dire qu'il va y avoir un épisode de pollution? C'est parce que vous le voyez dans vos appareils, ou c'est parce que vous arrivez à dire dans 2 jours il y aura un épisode comme la météo qui me dit ce week-end, beau temps Eh bien, c'est un peu comme la météo. On a au même titre que la météo, on a des experts pour prévoir la météo. Nous, on a des experts prévisionnistes qui travaillent pour prévoir la qualité de l'air. Alors pour ça, en fait, ils se basent sur des modèles, au même titre que la prévision météorologique, des modèles mathématiques qui leur permettent d'avoir une information pour aujourd'hui et pour demain. Ces modèles mathématiques, eux, sont basés sur des informations que sont les émissions de polluants. Tout à l'heure, on parlait des émissions liées au transport, au chauffage au bois, à l'industrie, à plein de secteurs qui sont rentrés dans les modèles mathématiques. Il y a les données météo qui sont rentrées à l'intérieur. Il y a les données aussi des stations de mesure. Et en fait, cette combinaison d'ensemble d'informations permet de sortir un modèle mathématique cartographié, une cartographie de la qualité de l'air, sachant qu'on utilise plusieurs modèles différents, ce qui permet aux prévisionnistes de pouvoir combiner l'ensemble de ces informations pour faire sa prévision de la qualité de l'air pour aujourd'hui et pour demain. Ok, et du coup, ces prévisionnistes, ils arrivent à faire des prévisions sur combien de jours à peu près? Sur 2 jours. Aujourd'hui, demain, voilà, c'est le besoin. Et, on aimerait bien pouvoir aller plus loin, mais après, l'objectif, c'est d'avoir une information qualitative qui permette aussi, surtout pour demain, de prendre des mesures au plus près. Qu'est-ce qu'on fait finalement qu'est-ce que vous faites sur le long de l'année quand il n'y a pas d'épisode de pollution? Alors, qu'est-ce que l'on fait ensemble, on va dire. On va dire on parce que ça concerne tout le monde. Alors nous, on accompagne l'ensemble des acteurs, alors que ce soit par exemple les services de l'État, par exemple sur le plan de protection de l'atmosphère ou tout au plan des programmes, pour aider à prendre les bonnes actions, à cibler, scénariser pour voir quelles actions ou quel effet sur la qualité de l'air. On le fait aussi avec les collectivités dans le cadre de leurs plans et programmes. On accompagne les acteurs économiques aussi dans leurs plans et programmes aussi qu'ils veulent mettre en place, soit dans leur dynamique RSE pour aviser d'études d'impact sur leur activité économique, sur la qualité de l'air. On accompagne aussi les citoyens et surtout on accompagne tout le monde, que ce soit via l'information, de la sensibilisation, aux bons gestes, aux bonnes pratiques. Juste information pour prendre les bonnes actions et mieux connaître pour mieux agir en fait. Sur un aménagement, par exemple, on a accompagné 2 collectivités sur l'aménagement urbain, sur des choix d'implantation et de réaménagement d'un quartier en faisant de la modélisation 3D, par exemple. Nous, on a modélisé la qualité de l'air, qu'ils puissent prendre les décisions en intégrant cette dimension qualité de l'air dans leur choix. C'est-à-dire dire au final on va prendre plutôt cette option-là parce qu'elle est moins impactante en termes de qualité de l'air à coût équivalent par exemple et du coup limiter l'exposition par exemple des écoliers dans la cour d'école et du coup c'est des choses sur lesquelles on peut avoir accompagné dernièrement. On va accompagner par exemple des industriels sur diagnostiquer quelle partie de leur processus de production est le plus impactant en termes de qualité de l'air pour les aider à prendre à cibler leur investissement d'amélioration de leur process, visant à diminuer leurs émissions de polluants. Ça, on le fait, ou on accompagne aussi, dans le cadre de la dynamique RSE des entreprises, justement sur les aider à faire des diagnostics de la qualité de l'air, pour aussi toujours les aider à prendre les bonnes actions en fonction d'un diagnostic clair et objectif sur leur impact sur la qualité de l'air autour de leur site. Je sais pas trop. C'est quoi la dynamique RSE? La RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. En résumé, c'est toute la philosophie et la stratégie que l'entreprise veut mettre en place autour de son impact social et environnemental.
que ce soit auprès des salariés, mais aussi de son environnement proche. Donc ça veut dire que les entreprises, là, tu me dis, s'intéressent de plus en plus à la qualité de l'air, alors si elles l'intègrent dans ce RSE-là. Alors, comme tu le dis, on a l'impression que c'est récent, mais au final, ça fait un paquet d'années que les entreprises ont cette dynamique-là au global de réduire leur impact. Alors après, il y a eu des effets aussi, des leviers législatifs qui ont un peu contraint aussi les entreprises à aller dans cette dynamique-là par rapport à la qualité de l'air. Mais ça fait longtemps, en fait, qu'on a eu des réductions des émissions de polluants atmosphériques par le secteur industriel. Et du coup, cette dynamique, elle existe depuis longtemps. Et c'est vrai que l'attente sociétale étant plus forte, c'est vrai que les entreprises sont plutôt croissantes et c'est pour ça qu'on s'oriente aussi, on pousse encore plus à accompagner les entreprises dans cette dynamique-là, quelle que soit la taille de l'entreprise, parce qu'on parle d'industrie, mais ça concerne du cabinet conseil, de la banque à la grosse industrie. Voilà, tout le monde est concerné dans cette dynamique RSE, puisque ça, comme je te le disais tout à l'heure, ça concerne tout le monde. Au final, les actions, qu'elles soient à petite ou grande échelle, concourent tous à l'amélioration de la qualité de l'air. La qualité de l'air, finalement, tu me dis que de plus en plus de gens s'intéressent à ça, mais est-ce que la qualité de l'air, pour autant, s'améliore ? Est-ce que c'est une idée reçue comme quoi ça va de pire en pire ? Eh bien, c'est une idée reçue que ça va de pire en pire. Alors, c'est inversement proportionnel à l'attention qu'on porte. J'aurais tendance à dire que c'est bien que les gens s'intéressent et s'inquiètent sur la qualité de l'air, puisque sur les polluants réglementés, si on prend par exemple sur les particules, on a une diminution assez conséquente depuis les dernières années. On est plutôt autour de 30% de réduction des concentrations. Donc, la concentration, c'est ce qu'on en respire. Pareil pour les oxydes d'azote, on a une diminution. À l'inverse, sur l'ozone, on a plutôt une augmentation des concentrations. Alors là, je te parle des polluants réglementés que l'on surveille, ces 4 polluants depuis un paquet d'années. Pour autant, après, il y a des nouvelles problématiques qui arrivent sur lesquelles on a peu d'historique ou peu de visibilité en termes d'observation, que ce soit par exemple sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les polluants éternels, les microplastiques, sur lesquels on est plutôt, ou les particules ultra fines, sur lesquels on est plutôt au début, voire à la genèse de la surveillance et de l'observation, et sur lequel aujourd'hui on n'est pas capable de dire s'il y a une amélioration, une tendance. On est plutôt sur la première question de savoir où est-ce qu'on en est en termes de concentration et donc d'exposition de la population. Mais globalement, par rapport aux polluants réglementés, à l'heure actuelle, on est plutôt sur une réduction des concentrations, hormis pour l'ozone. C'est rassurant quelque part, mais c'est vrai que c'est tous ces autres polluants, ça fait peur. Donc c'est-à-dire que tu me dis qu'Admo là continue à observer, à étudier plein d'autres polluants. Ah oui, voilà, ça fait partie de notre raison d'être aussi, c'est de s'intéresser pas seulement à ce qui est réglementé, mais à ce qui peut avoir un impact sanitaire ou environnemental, donc sur la biodiversité, de la pollution. La réglementation n'arrive pas à suivre la vitesse et le besoin. Là, par exemple, la directive qu'on applique, c'est la directive de 2008. Si en 2024, on applique une nouvelle directive, c'est pour les objectifs 2030. Mais aussi, nous, c'est notre rôle aussi d'aller sur des polluants émergents, des nouvelles thématiques pour alimenter le monde de la réglementation, mais le monde de la santé, pour aussi fixer aussi des seuils, des valeurs toxicologiques pour aider à la prise de décision. Puisque avoir une réglementation, il faut qu'elle soit basée sur un contexte, des éléments scientifiques et des éléments sanitaires pour poser un cadre, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce décalage-là. C'est pour ça qu'on n'attend pas la réglementation pour observer et accompagner. Parce que c'est pas seulement observer, c'est aussi observer pour viser à l'accompagnement et à la réduction ou la préservation de certains territoires qui seraient pas exposés à ces polluants-là. La qualité de l'air n'a pas de frontières. Du coup, on travaille avec nos collègues belges. On a travaillé aussi avec nos amis d'outre-Manche, avec qui on a travaillé. On travaille aussi au-delà de la frontière administrative régionale. On travaille avec l'ensemble des autres ATMO sur tout le reste de la France. Oui, on a plein de projets sur lesquels on a déjà travaillé, visant justement toujours à produire de l'information sur la qualité de l'air, la sensibilisation et de l'information auprès des populations, toujours pour viser à accompagner et agir. Parce que, comme tu l'as dit, la qualité de l'air n'a pas de frontières et la pollution n'a pas de frontières. Et en fait, moi, avant de venir te voir, je me suis dit que j'avais plein d'idées reçues sur la qualité de l'air et j'aimerais bien te les partager et te me dire si que tu me dises si c'est vrai ou faux. Alors, moi, dans ma tête, en tout cas, les transports sont la principale source de pollution de l'air.
Alors, ça dépend. Je vais faire une réponse ambivalente, mais ça dépend. En fait, ça dépend de quel polluant on parle. Si on parle, par exemple, du dioxyde d'azote, oui, c'est vrai. Le transport et la voiture sont le premier émetteur de dioxyde d'azote dans la région. Que c'est des industriels qui polluent le plus. Mais je vais refaire la même chose. Ça dépend. Ça dépend des polluants. Alors, il y a des polluants très spécifiques qu'on peut avoir, par exemple, comme le dioxyde de soufre, où l'émetteur principal va être l'industrie. Mais pour autant, sur d'autres polluants comme les particules ou le dioxyde d'azote, comme on vient de le dire, c'est pas l'industrie le premier émetteur. C'est vraiment une idée reçue de se dire que l'industrie est le premier émetteur de polluants atmosphériques en région Hauts-de-France. Moi, je pensais, en fait, depuis que je suis petite, mes parents, ils font du chauffage au bois. Ils se chauffent au bois. Et je pensais que c'était super bon. C'était bon pour le climat, c'était bon pour la planète. Mais j'ai cru comprendre que c'était pas forcément très bon pour la qualité de l'air. Alors, c'est pas forcément très bon pour la qualité de l'air, c'est clair, oui. Puisque, par exemple, le chauffage au bois est un gros émetteur de particules, et dont les particules les plus fines, les PM2,5. Donc, le chauffage en bois en soi émet des polluants atmosphériques comme le PM2,5. Déjà, sur la question du chauffage au bois, c'est avec quoi on se chauffe, c'est-à-dire, est-ce que c'est une cheminée? Si c'est une cheminée à foyer ouvert, c'est pas la bonne idée, parce que c'est la plus émissif en termes de polluants à l'air extérieur, mais aussi en termes de polluants en air intérieur, en exposition. Du coup, il vaut mieux avoir l'appareil de combustion, c'est-à-dire cheminée ou poêle, le plus performant, donc avec les réglementations et les labels les plus récents, que ce soit les flammes vertes 7 par exemple ou les plus récentes. On continue dans les vrais et faux. Est-ce qu'on est plus exposé à la pollution sur une piste cyclable que dans sa voiture, non ? Non. On est plus exposé dans sa voiture. Et même si on va un peu plus loin, on est plus exposé dans la voiture. Là où on est le moins exposé, c'est en tant que piéton en fait. Et pourtant, moi, dans ma voiture, j'ai l'impression d'être à l'abri, c'est fermé et tout, donc je vois pas pourquoi je serais plus exposée à la pollution. Eh bien, tu viens de le dire, tu es fermé. Tu es dans un lieu confiné, fermé. Donc, de fait, il n'y a pas de dispersion des polluants. On a plutôt un mode d'accumulation des polluants dans un espace fermé, en fait. Donc, ça augmente la pollution à l'intérieur de la voiture. Pourtant, il me semblait que les voitures étaient équipées de filtres, non, pour empêcher la pollution de rentrer dans ma voiture. Alors, il y a des filtres pollen qui équipent les voitures. D'ailleurs, il faut les entretenir parce qu'en avoir, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut qu'ils soient changés régulièrement. Parce que à Admo, vous vous occupez des pollens aussi ? On s'occupe aussi des pollens, oui. On s'occupe de l'observation des pollens dans les Hauts-de-France et l'information au quotidien et l'implication aussi des citoyens pour avoir l'information au plus près pour les personnes sensibles et allergiques pour pouvoir prendre les mesures préventives visant les moins les exposer possible à leur problématique d'allergie au pollen. Parce que le pollen, c'est considéré comme de la pollution ? C'est un contaminant biologique qui entraîne des pathologies, avec la combinaison aussi de contaminants chimiques, aggraver en fait les pathologies et les conséquences et les impacts pour les personnes sensibles. Parce que du coup, si on est un épisode de pollution et en plus il y a du pollen, ça se passe pas bien. Ça se passe moins bien pour les personnes sensibles. Ça se passe pas bien, oui, ça se passe moins bien pour les personnes sensibles, puisque voilà, on a l'effet, alors je dirais pas cumulatif, mais on a deux conséquences et deux causes qui peuvent impacter les personnes fragiles, donc la pollution atmosphérique chimique et la contamination en pollen pour les personnes allergiques, qui va engendrer une aggravation des symptômes pour eux. D'accord. Et moi, je prends ma voiture assez régulièrement et quand il y a des épisodes de pollution, on me dit faut limiter sa vitesse. Et moi, je comprends pas trop en fait pourquoi il faut limiter sa vitesse. Alors, ça fait partie du panel de mesures d'urgence que peuvent prendre les autorités, la préfecture, qui vise à réduire les émissions de polluants. Donc il n'y a pas que les citoyens qui doivent faire des efforts, il y a aussi d'autres mesures qui sont faites, j'imagine, pour les industriels ou pour... Voilà, pour l'ensemble des acteurs, sur l'ensemble des secteurs qui sont émetteurs du polluant concerné par l'épisode de pollution. Et moi, ça fait pas longtemps que je suis dans la région, mais j'ai vu que plein de voitures qui avaient des espèces de vignettes sur leur pare-brise, c'est des vignettes critères, je crois, de mémoire. Mais c'est lié à la pollution, ça aussi ? Les vignettes critères, alors, sont pas liées à la pollution, elles sont liées à la catégorie de véhicule que tu as en fait, et en fonction de la catégorie de véhicule, alors on peut avoir des critères 0, c'est pour les véhicules électriques, jusqu'aux critères les plus élevés, et en fait c'est un classement des véhicules en fonction de leur âge et leur niveau d'émission de polluants atmosphériques, et ce qui permet d'avoir en fonction des plans de déplacement sur les territoires, et par exemple sur les territoires de zones à faible émission, d'autoriser les déplacements sur ces territoires-là.
Du coup, là, pour l'instant, si j'ai pas cette critère, il se passe quoi? Si j'ai pas cette vignette, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et c'est pas bien. Déjà, c'est dommage parce que suffit juste de la demander pour l'avoir. C'est assez facile d'aller directement sur le site pour avoir sa vignette critère et de rentrer sa numéro de plaque d'immatriculation et recevoir après sa vignette critère à poser sur son pare-brise pour après être tranquille et pouvoir circuler librement en fonction des restrictions qu'il peut y avoir sur certaines périodes. Est-ce que toi, tu as une autre idée reçue que tu vois souvent ou t'entends souvent sur la qualité de l'air que j'ai pas citée? Des idées reçues qu'on a souvent, c'est de dire que la qualité de l'air est meilleure à la campagne que dans la ville. En fait, ça c'est une idée reçue en fait, parce qu'on a peut-être pas les mêmes niveaux selon les polluants, mais quoi qu'il arrive, on a d'autres polluants, d'autres problématiques en milieu rural comme en milieu urbain. Et en fait, quand on écoute les uns et les autres, on a tendance à croire qu'en milieu rural, il fait mieux à respirer, mais pour autant, voilà, on a d'autres problématiques comme des pesticides qu'on peut retrouver en milieu rural. Et quoi qu'il arrive, je parlais des particules en suspension, les PM2,5, on en retrouve beaucoup aussi en milieu rural, aussi comme les PM10 en milieu rural. Et si on prend l'exemple de l'ozone, qui est un polluant secondaire, comme je le disais, on en voit souvent plus en périurbain, donc à proximité des centres-villes, et en milieu rural qu'en plein centre-ville. Et du coup, je pensais à ça parce que ce week-end, j'étais à la mer et je me disais que j'allais bien respirer, que je revenais à la ville, ça allait être plus compliqué, mais en fait, j'ai pas forcément mieux respirer au bord de l'eau. Pas forcément. Pas forcément, en fait, ça va dépendre déjà du vent, d'où vient le vent, et après aussi des conditions atmosphériques de manière globale, et après où on se trouve en fait, et après des niveaux de fond de manière globale, et la concentration de polluants en fait peut être assez homogène sur l'ensemble de la région en fonction de où on se trouve et des conditions météorologiques globales. Je pensais pas que les conditions météorologiques avaient un fort impact sur la qualité de l'air. C'est vraiment corrélé, en fait. Alors, les conditions météorologiques ont un fort impact. En fait, c'est assez simple et assez évident. On imagine bien que quand il pleut, on parlait de poussière et vous avez qu'à regarder de manière générale. En fait, quand il pleut, on a tous les polluants, on dit qu'ils sont lessivés, c'est-à-dire qu'ils sont lessivés, ils sont retombés au sol. Donc, soit les particules, on imagine bien quand ils sont au sol, on les respire plus. Donc, on a cet effet de la pluie qui va mettre les polluants au sol. Mais on peut avoir aussi le vent qui va disperser les polluants et les disperser pour les emmener plus loin ou les disséminer un peu partout. Mais inversement, le vent aussi peut ramener des polluants d'ailleurs depuis d'autres régions, d'autres pays vers notre région. Et après, on a des conditions atmosphériques aussi, on dit, ça c'est les conditions qui étaient favorables à la dispersion des polluants et une meilleure qualité de l'air. Et inversement, on a des conditions atmosphériques qui peuvent être défavorables à une bonne qualité de l'air. C'est-à-dire des conditions qu'on appelle peu dispersives, où on ne disperse pas les polluants. On va plutôt avoir tendance à avoir accumulé et à augmenter les concentrations de polluants. C'est par exemple les conditions anticycloniques, où au final on a peu de vent, des températures faibles, et en fait une atmosphère qu'on dit assez stable. Donc c'est soit par exemple en hiver un froid sec et pas de vent, c'est très mauvais pour la dispersion des polluants, et du coup c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans ces périodes-là, avoir des concentrations en polluants qui vont avoir tendance à augmenter, voire même dépasser pour atteindre des épisodes de pollution. Il y a quelque chose que je vois, en tout cas que j'ai du mal à appréhender, c'est on parle de climat et de qualité de l'air. Et j'ai l'impression que des fois, qu'on fusionne les deux et que c'est les mêmes problématiques, alors que d'après ce que tu m'as expliqué aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose, le climat et la qualité de l'air. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu une confusion. Du coup, est-ce que tu pourrais réexpliquer ce que c'est la différence entre la problématique du changement climatique et la problématique de la qualité de l'air, et peut-être qu'elles sont reliées? Alors, quand on parle de climat et de qualité de l'air, on parle de temporalités différentes. En fait, on n'a pas forcément les mêmes polluants, les mêmes problématiques, mais on peut parler des mêmes causes et des mêmes responsables au départ. Donc, quand on parle de climat, on est plutôt sur des périodes longues, sur les durées assez longues. Alors, quand on parle de qualité de l'air, tout à l'heure, je parlais de la journée, de l'heure, de maintenant, de demain. On n'est pas sur les mêmes temporalités. On n'est pas forcément sur les mêmes polluants, puisque les gaz à effet de serre ne sont pas forcément des polluants avec impact sanitaire. Le CO2 n'est pas forcément un polluant avec impact sanitaire. Et inversement, des polluants chimiques ne sont pas forcément contributeurs participent pas forcément au réchauffement climatique. Pour autant, il ne faut pas les opposer.
puisqu'il y a plein d'actions et plein d'émetteurs et d'actions qui concourent à améliorer les deux. Si on prend par exemple, tout à l'heure, je citais le fait de plutôt prendre son vélo ou la marche à pied plutôt que sa voiture, et ben là c'est le bon exemple, ça concourt au bénéfice des deux pour le climat et la qualité de l'air, puisque quand on prend pas sa voiture et qu'on passe à un vélo ou à pied ou même un transport en commun, ben on diminue ses émissions de gaz à effet de serre, mais on diminue en même temps ses émissions de polluants atmosphériques. Donc il peut y avoir des co-bénéfices sur pas mal d'actions qui concourent au climat et à la qualité de l'air. Et je pense qu'une des priorités pour moi, c'est justement d'arriver à faire sauter ces idées reçues pour que tout le monde se dise qu'il est acteur à quelle que soit son échelle. Et que les citoyens ou les acteurs économiques ou les collectivités ou les services de l'État arrêtent de travailler en silo, chacun dans son secteur, et travaillent plutôt ensemble pour essayer de construire des actions qui soient acceptables, finançables pour les uns et les autres. Super, en tout cas je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et j'espère que grâce à toi maintenant je vais pouvoir agir au quotidien et notamment faire attention pendant les épisodes de pollution. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas que pendant les épisodes de pollution, c'est tous les jours. Donc je vais essayer de suivre tes conseils et peut-être aussi d'aller voir un peu plus sur votre site internet tous les suggestions que vous faites pour améliorer la qualité de l'air. Et je te remercie beaucoup. Merci à toi, Laura, de l'intérêt que tu portes sur le sujet et de devenir maintenant une belle ambassadrice de la qualité de l'air en Hauts-de-France. Merci beaucoup, Benoît, pour ces réponses. Dis donc, c'est plus complexe que ce que j'imaginais, la qualité de l'air. Bon, malgré tout, je retiens que la qualité de l'air s'améliore. Et que ce soit les industriels, les villes ou encore les agriculteurs, il y a déjà de nombreux efforts engagés. Mais il reste encore du chemin à faire pour pouvoir dire qu'on respire un air vraiment pur. Benoît m'a aidé à déconstruire des idées reçues, comme le fait que la pollution soit principalement due au transport, ou encore que à la campagne, la qualité de l'air est forcément bonne. Mais il me reste encore bien des questions. Je me dis aussi que je pourrais moins utiliser ma voiture. Mais honnêtement, c'est difficile de s'en passer quand on n'habite pas en plein centre-ville. Mais j'y pense. Ma responsable des ressources humaines m'a parlé d'un stage de conduite pour apprendre à moins polluer en conduisant. Ça vaudrait le coup d'y jeter un coup d'œil ? D'ailleurs, pour mieux suivre les conseils d'Atmo, je compte aussi télécharger l'application Air2Go et ainsi retrouver toute l'information Air qui va me permettre d'anticiper et d'adapter mes activités. Alerte épisode de pollution, alerte pollen, conseils santé, bons gestes. Enfin tout ce qu'on retrouve sur leur site. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette enquête. J'espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion et peut-être quelques réponses. Mais surtout, j'espère qu'il vous a inspiré à agir à votre échelle. Alors, si ce sujet vous a touché, partagez cet épisode autour de vous et parlez-en. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions que vous pouvez m'envoyer par mail et je serai curieuse de lire tout ce que vous faites pour la qualité de l'air. Si vous voulez continuer l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. À très vite! Atmo Hauts-de-France, qui a produit et réalisé ce podcast, tient à remercier ses partenaires. L'Agence régionale de santé Hauts-de-France, la région Hauts-de-France et la métropole de Lille. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour.